Que devient le Parti socialiste? À quoi sert le Parti socialiste aujourd'hui en République française? Je pense que c'est une très bonne question parce que si quelqu'un, que ce soit dans le PS ou en dehors du PS, que ce soit un ennemi ou un allié, si on avait la réponse à cette question, tout serait beaucoup plus facile et on ne serait pas confronté à la situation qu'on a actuellement. Donc le Parti socialiste a nommé son boss, son premier secrétaire, et bien évidemment, à la surprise de absolument personne, il s'agit d'Olivier Faure. Hein. Olivier Faure, qui est depuis, là ça fait des années que c'est vraiment le numéro uno du Parti socialiste. Et sa ligne, pour le coup, on va dire, si on part du principe que le PS, il y a une ligne gauche et une ligne droite, une ligne un peu plus radicale et une ligne plutôt modérée, Olivier Faure, c'est clairement la ligne la plus radicale. C'est celui qui a orchestré l'alliance avec le NFP, toutes les négociations, c'est lui qui était au centre et les gens l'ont très large, au PS en tout cas, ils l'ont très largement suivi et je dis ça parce que ceux qui étaient pas d'accord, en fait ils se sont barrés. Le NFP c'était un moment, le nouveau Front Populaire qui s'est construit après la dissolution de l'Assemblée nationale, qui était une réaction à la montée du Rassemblement national, eh bien on peut dire que c'était une alliance de circonstances, en tout cas. Actuellement, quand on regarde la répartition, le Nouveau Front Populaire, c'est 70... Alors, c'est un groupe qui s'appelle La France Insoumise Nouveau Front Populaire, qui a 70 membres. Le reste, c'est... Là, on a les écolos. Là, on a socialistes et apparentés. Là, on a quelques groupes qui sont plutôt macronistes, comme le groupe Les Démocrates, qui compte 35 membres quand même, et dont on n'entend jamais parler, parce que ça reste une antichambre de Ensemble pour la République, qui est le parti présidentielle. On revient à cet article-là, donc Olivier Faure a été élu, et en fait, je pense que ça vaut le coup d'en parler parce qu'il a été élu de justesse, avec 50,9% des voix face à... Alors, on va commencer par lire l'article. Ensuite, on pourra réagir au fur et à mesure. Et tout le long de cette vidéo, faudra se demander à quoi sert le Parti Socialiste. Pourquoi est-ce que quelqu'un voterait Parti Socialiste? C'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question. Si quelqu'un est capable de me répondre, à part si quelqu'un est capable de me sortir des véritables raisons, des raisons qui ne relèvent pas de tradition électorale, qui ne relèvent pas de tradition familiale, en fait je vois pas exactement pourquoi est-ce qu'on voterait pour le PS actuellement, même pour quelqu'un qui est de gauche. Je ne soutiens aucun parti. Hein. Si vous pensez à travers mes propos que je soutiens, que je donne la part belle à un parti ou à un autre, ça vous regarde. J'essaie d'être le plus neutre, le plus apartisan possible. On peut pas être neutre parce que j'ai toujours mes idées, mais j'essaie d'être le plus apartisan possible pour vous parler, pour décrypter l'actualité de la façon la plus objective possible. Et là, je mets des gros guillemets. Des résultats, on commence à lire l'article. Des résultats loin du plébiscite, Olivier Faure a été réélu de justesse à la tête du Parti Socialiste ce vendredi 6 juin. Après une bataille de chiffres et en début de nuit entre le premier secrétaire sortant et son rival Nicolas Meillet-Rossignol, qui est le maire de Rouen, Olivier Faure a finalement été annoncé vainqueur vers 4h du matin, vendredi, avec 50,9% des voix. Résultats encore provisoires, mais qui ne peuvent être inversés. Contre 49,1% pour le maire de Rouen, qui a reconnu sa défaite. Olivier Faure a bénéficié d'un report plus favorable d'une partie des électeurs de Boris Vallaud, éliminé au premier tour du congrès, qui n'avait pas donné de consigne de vote, mais indiqué qu'il le soutiendrait à titre personnel. Donc en fait, c'est une consigne de vote. Hein. Faut être honnête une petite seconde. Boris Vallaud, qui est député d'une circonscription des Landes, si je me trompe pas. Et je crois bien qu'il est chef d'un groupe, je crois bien qu'il est chef d'un groupe à l'Assemblée nationale, ou en tout cas qu'il l'a été. Corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Boris Vallaud, qui est député des Landes, petite parenthèse, les Landes, c'est un de ces très nombreux départements qui a vraiment souffert du redécoupage après du découpage et fusion de territoires après la Révolution française. Lande, ça veut juste dire lande. Une lande, c'est une terre où il y a pas de forêt, où il y a rien. C'est une terre quasiment aride où il ne pousse que des broussailles et des mauvaises herbes. Voilà, l'image qu'on a de l'Écosse, c'est ça, hein, les Landes. Sauf que, entre la Révolution et aujourd'hui, c'est-à-dire le 19e siècle, en fait, le département a été reforesté. Je sais pas si ça se dit. On a planté des arbres, ce qui fait que maintenant, le département des Landes est tout sauf des Landes. Voilà, vous faites de cette fun fact ce que vous voulez. En tout cas, pour revenir au sujet de la vidéo, le fait que, alors BFM nous dit, Olivier Faure a bénéficié d'un report de voix. Alors oui et non. Je pense que ceux qui ont voté
pour monsieur Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, donc celui qui était opposé à Olivier Faure. Les gens qui ont voté pour lui, bah, j'ai l'impression qu'il y a un peu un effet Marine Le Pen-Macron, hein. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que les gens qui ont voté pour lui, en fait, ils ont surtout voté pas Olivier Faure. Parce que Olivier Faure a quand même, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il a vraiment pris les rênes du parti pour les orienter dans une direction très précise. Et ça ne plaît pas. Parce que ça a beaucoup dérangé des grands ténors du parti, ça a dérangé des gens qui n'ont pas encore intégré l'effet maillé sur la vie publique qu'a été la campagne et l'élection et l'existence, l'identité électorale d'Emmanuel Macron. Des gens qui pensent encore qu'il est possible de représenter le Parti Socialiste dans ses idées d'avant. C'est-à-dire avant que le Parti Socialiste, donc la période Hollande en fait, donc avant que le Parti Socialiste ne soit un parti qui est capable de rejoindre des formations comme le Nouveau Front Populaire, de s'allier avec la France Insoumise. Historiquement, le mélenchonisme, donc les partis autour de Jean-Luc Mélenchon et le Parti Socialiste, ce sont des ennemis absolus. Absolus. Les gens du PS, là, dont je vous parle, qui ont voté contre Olivier Faure, c'est des gens qui auraient pu rejoindre Macron. Ça fait partie un peu comme François de Rugy, qui était écolo, qui a rejoint Macron. Mais en fait, ces gens-là, ils n'ont aucune... Et c'est là où on en vient au cœur du sujet. Pourquoi est-ce que le Parti Socialiste continue à exister? Parce que les gens pensent percevoir un intérêt électoral dans le fait de revenir. Preuve en est, une autre personne dont je comptais vous parler, c'est Ségolène Royal. Alors, attention, ça c'est DMCA, ça c'est pas bien, ça passe pas les droits d'auteur. Ségolène Royal qui a repris sa carte au parti en 2024. Donc en fait, les gens qui sont au Parti Socialiste, ils ont encore un espoir que le Parti Socialiste représente quelque chose. Espoir qui, selon moi, est fichu. Donc, ce que l'article là, c'est ce que BFM TV veut bien nous dire. BFM qui est très largement macroniste. Donc en fait, ils ont un peu un intérêt à présenter le Parti Socialiste comme un parti divisé, comme un parti tout ça. Alors, c'est pas un parti divisé. Le Parti Socialiste n'est pas fracturé. Le Parti Socialiste a deux problèmes. C'est le fait que son chef ne fait pas du tout l'unanimité. Ça aurait pas été un problème si les gens qui sont contre Olivier Faure osaient le dire haut et fort, sans mauvais jeu de mots. Deuxième problème, c'est que électoralement, il n'a plus aucune raison d'exister. Mais il continue à exister parce que c'est un dinosaure, le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, c'est un géant au pied d'argile. Je me rappelle plus qui avait utilisé cette expression pour l'Union Européenne. Mais là, pour le coup, le Parti Socialiste est vraiment un géant au pied d'argile. Il représente quelque chose de très grand dans l'histoire de la vie politique française. Électoralement, il représente plus grand chose. Et électoralement, il ne représente plus vraiment grand chose. Et au niveau des idées, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'idées en soi. Ils ont une ligne électorale, sauf que Olivier Faure, j'ai l'impression qu'il lutte vraiment, en tout cas ces dernières années, il a vraiment lutté pour faire en sorte que le Parti Socialiste, c'est un chemin qui est très dur à tenir entre est-ce qu'on va devenir un état tampon de la France insoumise, ou alors est-ce qu'on va rester sur nos idées ? Dans les deux cas, c'est très dangereux et pour le coup, je trouve que monsieur Olivier Faure a plutôt bien géré le truc, même si ça fait des gens qui sont pas contents parce que c'est un travail. Franchement, je ne sais pas comment n'importe qui d'autre aurait pu gérer ça. C'est un travail de titan. C'est un truc de dingue. Je suis pas en train de lui jeter des roses, hein. C'est juste pour vous dire qu'électoralement, c'est un gros défi auquel le Parti Socialiste doit faire face. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Olivier Faure, qui lui ont dit que c'était du pur opportunisme politique. Moi, j'ai envie de répondre à ces gens, oui. Oui, complètement. La politique est faite d'opportunisme. Alors, on va poursuivre la lecture. Cette élection a vu s'affronter deux visions stratégiques différentes pour l'élection présidentielle de 2027. Là, c'est 2027. Là, on commence à approcher dangereusement de l'élection de 2027. Olivier Faure et Boris Vallaud prônent une candidature commune de la gauche non mélenchoniste pour 2027, allant du leader de Place Publique Raphaël Glucksmann à l'ex-député LFI François Ruffin. Nicolas Meyer-Rossignol défend pour sa part une candidature issue d'un grand parti socialiste, GPS, réunissant les socialistes et ceux qui gravitent autour comme Raphaël Glucksmann ou Bernard Cazeneuve. Alors, c'est vrai qu'Olivier Faure ne s'est jamais caché sur le fait qu'il ne voulait pas pour les présidentielles de candidature unique. Le NFP, le fait de tous s'allier, les partis de gauche de tous s'allier pour les élections, ça a créé une antenne qui a pu causer des alliances qui étaient des alliances qu'on n'aurait jamais vues auparavant. On a quand même eu des mecs qui étaient mandatés par Attal, Gabriel Attal,
pour s'allier, pour faire j'ai pas envie de dire des magouilles parce que c'est un mot qui est très chargé, pour faire des alliances, des alliances de couloir avec un parti qui contient des gens qui sont qui contient le parti de Poutou, le nouveau parti anticapitaliste. Donc on a Attal et le NPA qui se rejoignent, c'est quand même un truc de fou. J'ai pas envie de dire contre nature, mais franchement si là pour le coup je peux le dire, c'est contre nature, hein. Vraiment c'était un moment assez marrant. C'était un moment assez marrant à voir, mais électoralement ça se justifiait parce que devant il y avait le Rassemblement National qui, sans alliance ni rien du tout, a fait un score de dingue. Donc quand BFM TV nous dit que les deux visions stratégiques sont différentes, pour le coup, c'est plutôt vrai, mais la difficulté, c'est que Olivier Faure ne sera pas élu en 2027. Si Olivier Faure est élu en 2025, je me rase la tête en live devant vous. Retenez, clippez ça, hein. Enregistrez-le. Comme ça, si Olivier Faure est élu président de la République, franchement, je me rase la tête devant vous. Donc voilà, il ne sera pas élu. Par contre, il y a quand même cet intérêt, hein. Une campagne électorale, c'est pas. Si vous pensez que la campagne électorale c'est fait pour gagner les élections, vous vous mettez un doigt dans l'œil, hein. C'est pas fait pour ça. La campagne électorale, c'est fait pour exister politiquement, parce que la politique est faite de symboles et d'occupation d'espace public. C'est ça la politique. C'est pas le fait de, bien évidemment, si on peut gagner des sièges. D'accord, sauf que si le but des élections présidentielles c'était de gagner des sièges, bah en fait on se retrouverait comme dans les États-Unis avec deux partis qui candidatent à chaque fois. Or les partis qui candidatent, il y en a beaucoup plus que ça. C'est un moment où le parti peut s'affirmer, peut montrer qu'il existe, peut dégager des symboles, se distinguer, parce que c'est beaucoup de marketing. Ça, il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi est-ce que George Washington, à la création des États-Unis, ne voulait pas qu'il y ait des partis politiques. Alors. Ensuite, on a Nicolas Meyer-Rossignol qui défend une candidature issue d'un grand parti, un GPS, réunissant les socialistes et ceux qui gravitent autour comme Raphaël Glucksmann ou Bernard Cazeneuve. C'est mort. À moins qu'il y ait cet élan comme ce qu'on a eu au moment du NFP, à moins qu'on ait une candidature unique, je ne vois pas comment est-ce que une telle formation pourrait exister, sachant que devant, on a des démocrates, on a des centristes, on a des macronistes, on a tous les groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on poursuit la lecture de l'article. Lors de la campagne, les opposants d'Olivier Faure ont martelé leurs reproches envers le chef du PS, l'accusant notamment de gérer le parti de manière clanique. Ils ont également fustigé son ambiguïté vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, même si le premier secrétaire sortant s'est détaché depuis plusieurs mois de celui avec qui il avait fait alliance en 2022 avec la NUPES et en 2024 avec le nouveau Front Populaire. Il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Pour le coup, je vois pas pourquoi, je vois pas de quelle ambiguïté il pourrait parler, parce que Faure a toujours été clair sur le fait que on s'allie au LFI si la situation l'exige, mais généralement non, on reste nous-mêmes. C'est comme je vous disais, hein, c'est ce chemin c'est ce sentier qui est très 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 étroit. C'est un ruisseau qui est très difficile à naviguer entre on garde nos idées et on s'allie avec les mélenchonistes. Après le souvenir calamiteux du congrès de Marseille en 2023, où les deux hommes qui s'affrontaient déjà s'étaient écharpés en revendiquant chacun la victoire, les deux camps ont toutefois eu à cœur de ne pas rejouer le même scénario et Nicolas Meyer-Rossignol a fini par concéder sa défaite. Voilà. Donc, je pense que là-dessus, on en a dit suffisamment. Je vous encourage fortement à aller voir les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, hein. C'est pas ce qu'on s'imagine, hein. On a Ensemble pour la République. En fait, il y a aucun parti qui s'appelle comme il devrait s'appeler. j'ai l'impression. Là, on a les écolos. Mais en fait, justement, c'est cette alliance. Le NFP a explosé 20 secondes après l'annonce des résultats. Donc, en fait, il n'y a pas tant d'ambiguïté que ça. Ça s'appelle une stratégie électorale. Il y avait cet article de Ségolène, par rapport à Ségolène Royal que je voulais vous montrer, mais en fait, ça sert à rien parce que c'est un article de Gala qui est idiot. Franchement, alors l'article en soi n'est pas idiot, c'est Gala que je trouve idiot. Pourquoi ? Parce que Gala nous balance des trucs comme ça, là. En fait, ils veulent que les Français, par rapport aux politiciens, aient le même rapport que les roast beef ont vis-à-vis de la famille royale. C'est-à-dire les prendre pour des people. Photo Ségolène Royal à 69 ans. Qui sont les hommes qui ont marqué son existence ? Oh ! Si vous pensez que le putaclic a été inventé avec YouTube, en 2008-2009, il y avait déjà des articles avec des titres comme ça. Alors ça, c'est sponsorisé, ça ne compte pas. Oula, ça, je pense pas que j'ai le droit de vous le montrer. Je sais pas si j'ai le droit de vous le montrer. Je vais sûrement couper ça après. Bruno Hillan, sa famille cambriolée, séquestrée chez eux. Leur nuit d'horreur détaillée. Je ne sais pas qui est ce mec.
Les comédiens de Mister Amour rencontrent Éric Dupond-Moretti, plus au gouvernement s'accompagne Elisabeth Boulet soulagée, on se voit plus. Si ce genre d'article marche, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour les lire. Pourquoi vous lisez ça? Pourquoi vous lisez des trucs comme ça? On va finir par le tweet de François de Rugy. Alors, je vous montre pas des tweets de François de Rugy par désespoir. J'ai vraiment un argument. Parce que parler de François de Rugy en 2025, c'est quand même très drôle. François de Rugy qui était qui était écolo, qui a rejoint La République En Marche, et qui était ministre de l'écologie. Alors, dans son tweet, il dit « Comme les militants verts il y a quelques semaines, les militants du Parti Socialiste ont choisi de ne pas remettre en cause une ligne qui abandonne la social-démocratie où on produit avant de redistribuer. Qui ça intéresse la social-démocratie aujourd'hui ? Et si quelqu'un est intéressé par la social-démocratie, pourquoi est-ce qu'il voterait pour le PS alors qu'il peut voter pour toutes les formations centristes ? Il peut voter pour Macron et j'hésite un peu à le dire parce que c'est vraiment le fond de ma pensée. Pourquoi est-ce qu'il ne voterait pas pour la France Insoumise ? La France Insoumise, c'est un parti social-démocrate. Justement, abandonne l'universalisme républicain et la défense de la laïcité. Bah, ces idées de « attention, la France Insoumise, c'est un parti qui est anti-républicain, c'est des communistes qui vont rétablir les goulags », ce genre de discours stupide n'a plus autant de succès qu'avant. Abandonne le combat d'idées de la gauche modérée du gouvernement face à la gauche radicale, isole le PS français en Europe. Le fait que le PS est isolé, pour le coup, on peut pas... Bah, si on fustige le fait que les gens isolent le PS en votant pour Olivier Faure ou en faisant n'importe quoi, si on fustige tout simplement le fait que les gens contribuent à isoler le PS en Europe... Bah, c'est pas vraiment un argument, hein, parce que les gens, ils votent pour qui ils veulent, en fait. Et si un parti se retrouve isolé, c'est aussi en partie un petit peu de sa faute. Excusez-moi, c'est pas des jeux de mots que je fais. En tout cas, je ne les fais pas volontairement. Donc, tous ces arguments, bien sûr, ça peut s'entendre. Le fait que de vouloir la social-démocratie, enfin, expliquez-moi en quoi le Parti Socialiste sous Olivier Faure abandonne la social-démocratie. Bah, en fait, ça dépend de la définition qu'on a de la social-démocratie. Mais au bout d'un moment, la psychose, faut arrêter là, hein. L'universalisme républicain et les défenses de la laïcité, pour le coup, là, je trouve que c'est plutôt vrai, hein, parce que la France insoumise, généralement, les gens qui sont de la frange, que j'appelle la frange mélenchoniste, pour ne pas faire de gens frustrés de la tournure de mon discours, bah, ils sont pas trop pour la laïcité, hein. Ils sont plutôt pour une idée multicommunautaire, en termes autant religieux, ethniques, culturels, tout ça. Cette idée, de toute façon, je pense que l'idée de la laïcité, on est en train d'assister à la déperdition, à la mort cérébrale de toutes les générations qui défendent la laïcité, l'universalisme républicain, machin. Tout ça, c'est fini, hein. Enfin, s'il y a un parti qui défend l'universalisme et la laïcité, c'est le Rassemblement National. Peut-être La République En Marche aussi, pardon. Ensemble. Comment il s'appelle là actuellement ? Renaissance, je crois, c'est le nom du parti. Voilà, là et les Républicains aussi, dans une certaine mesure, même s'ils ont autre chose à faire. Mais le parti qui défend le plus l'idée franco-française, franchouillarde de la laïcité, c'est clairement le Rassemblement National. Ce n'est pas... c'est pas... les autres, en fait. Ça aussi, c'est problème avec cette idée de laïcité, c'est que bah personne ne sait ce que c'est, personne ne sait ce que ça veut dire. Est-ce que c'est le fait qu'on ne reconnaît pas les religions ? Est-ce que c'est le fait qu'on ne leur reconnaît pas de statut particulier ? Est-ce que voilà, c'est la laïcité, ça fait partie de ces idées un peu porte-manteau, on leur fait dire absolument ce qu'on veut. Bref, je vais finir là. Le PS, en fait, il n'y a plus aucune raison idéologique de voter pour eux. Il n'y a plus que des raisons électorales de voter pour le Parti Socialiste. Que ce soit par but symbolique, que ce soit par tradition, parce qu'on a toujours voté PS, bah dans ce cas-là, les électeurs PS, il y en aura bientôt plus. Que ce soit en réaction à la radicalisation de formations comme le PS sous Faure, parce que oui, pour le coup, j'ai jamais dit que le PS sous Faure ne s'est pas radicalisé, hein. C'est même l'inverse de ce que je suis en train de dire, hein. Le PS sous Faure, sous Olivier Faure, c'est très largément radicalisé en faveur des formations mélenchonistes. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on voterait, bah, même, il y a un exemple de ce que je dis, c'est les écolos. Les écolos, maintenant, ils sont complètement mélenchonistes, hein. Ils sont plus du tout dans cette idée centriste, cette idée, même s'ils prétendent le dire, mais en fait, ils sont pour dire qu'en fait une idée ça peut rassembler des gens d'un camp comme dans l'autre. Ils sont plus dans cette idée, nous on est le centre, on va défendre le compromis, la République, machin truc, tout ça c'est bon, c'est fini. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo t'a plu,
appuie sur le bouton j'aime, c'est très très important pour valider ce que je dis. On se dit à cet après-midi au moins pour la prochaine vidéo. Salut.